Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici, sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour Nathalie, je suis ravie de t'accueillir pour un nouvel épisode sur Oli et Thanato pour parler d'un sujet qui a été au commencement d'ailleurs, du coup on en parlait juste avant en off du podcast Oli et Thanato. Il s'agit notamment du deuil périnatal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites, ce que tu as envie de nous dire déjà pour introduire cet épisode. Et puis d'avance, je te remercie pour l'échange qu'on va avoir ensemble. Bonjour Charlène, bienvenue donc au cabinet Devenir Mère. Donc moi je suis Nathalie Baudouin, je suis psychologue clinicienne avec cette spécialité qu'est la maternologie. Et je suis fondatrice du cabinet Devenir Mère ici sur Marc-en-Barœul. Donc voilà, j'ai accepté ce podcast parce qu'effectivement dans ma pratique j'accompagne le deuil périnatal. Puisque la spécialité qu'est la maternologie est une spécialité qui parle de tout ce qui est souffrance psychique autour de la maternité, avant, pendant et après. Merci déjà de poser un petit peu le contexte. Et je pense que c'est important de redéfinir le deuil périnatal, même si peut-être les gens en ont déjà leur propre idée. Mais c'est quoi réellement le deuil périnatal ? Ça concerne quel type de situation, de sorte à être le plus exhaustif possible. Souvent, on en entend parler, en tout cas moi dans les retours que j'ai, où on se dit que c'est que pendant la grossesse. On oublie qu'il y a aussi le juste après. Ça en fait aussi partie. Si tu devais nous donner une définition assez simple, sans être dans les dictionnaires Larousse, mais voilà, quelque chose qui est mémorisable par tous et toutes, ce serait quoi un peu ta définition ? Pour moi, le deuil périnatal, il englobe dès la conception et jusque peut-être la première année de la vie de l'enfant. Alors c'est vrai que quand on regarde les définitions, les données de l'OMS, c'est beaucoup plus restreint puisque ça fait du 5-6 mois de grossesse jusque les 15 premiers jours de la vie de l'enfant. Alors je sais pas si un bébé de 3 semaines ou d'un mois sort de cette période périnatale. Pour moi, elle n'en sort pas, quoi. Donc je mettrais quand même une parenthèse sur la conception, dès la conception, parce que je pense que les femmes qui font des fausses couches dès les premières semaines de grossesse, elles sont dans des situations de deuil. Et pour moi, oui, dans le deuil périnatal, puisque ça englobe la conception, donc la natalité, et puis une maman qui va perdre son bébé à 3 mois ou 4 mois de vie, on est encore dans le périnatal, malgré tout. Alors oui, ce sera le deuil de son enfant, mais c'est dans la périnatalité, quoi, autour de la natalité, malgré tout, quoi. J'aime bien ta définition qui dit de la conception justement à la première année. Et on voit qu'au sein de toute cette période qui fait environ 1 an et demi, 2 mois, si on prend du début à la fin, 1 an et demi, 2 ans, pardon, grosso modo du début à la fin de cette période que tu as donnée, il y a plein de types de deuils périnataux au sein même de cette période qui ont des points communs, mais aussi chacun leur spécificité. Est-ce qu'il y en a peut-être certains que tu as envie de nous citer ? Comme ça permet de montrer, tu l'as cité, tu as donné l'exemple des fausses couches, tu as parlé justement à 3-4 mois de vie. Je pensais aussi à la mort subite du nourrisson qui est souvent pendant la première année, que selon les personnes ou, comme tu disais, l'OMS, on va mettre ou non au sein du deuil périnatal. Est-ce que tu as d'autres exemples qui te viennent en tête que tu veux nous partager ? Par exemple, les interruptions médicales de grossesse qui vont arriver plus tardivement dans la grossesse et qui sont toujours difficiles en fait, avec suscitant énormément de culpabilité.
une fausse couche qui arrive spontanément le premier trimestre de grossesse va donner suite à un deuil, bien évidemment, mais au deuil d'une grossesse qui s'est interrompue spontanément. Alors bien évidemment que la femme, elle va dire qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait. Il va y avoir toujours un fond de culpabilité. Quand il y a une interruption médicale de grossesse, il y a un choix conscient qui a été pris à un moment donné de dire je vais interrompre cette grossesse. Donc là, on est tout de suite dans le champ de la culpabilité et du geste qui va avoir interrompu cette grossesse. Je vais prendre ce médicament pour aller stopper le cœur de mon bébé. Donc là, on est tout de suite dans la culpabilité. Donc effectivement, il y a des nuances dans dans ce grand deuil périnatal. Il y a des nuances et il y a des phases du deuil qui seront plus ou moins marquées. Bien sûr. Et il y a une question qui me vient en même temps. J'ai fait un épisode sur la PMA et justement, tu disais à partir de la conception. Et du coup, la question qui me vient, c'est est-ce que la conception, du coup, je dirais physique, du moment où le bébé est réellement présent dans le ventre, ou de la conception, si je peux le dire comme ça, mentale et psychologique de nous avons le projet d'avoir un bébé? Oui, moi je le mettrais dedans. Ouais. Parce que dès lors qu'on est dans l'intention, l'envie et le désir de concevoir, le process est en route, le process est en cours, et qu'effectivement les femmes, moi j'accompagne beaucoup de femmes en PMA, et à chaque fois ce sont des deuils successifs. Alors est-ce qu'on parle de deuil périnatal? Moi je parlerais de deuil périnatal, parce qu'elles sont engagées dans une notion de natalité, dans une maternité, dès lors qu'elles commencent à se piquer, dès lors qu'elles commencent à se stimuler, elles sont dans ce désir de grossesse et d'enfant. Et que une insémination artificielle ou un transfert d'embryon, en fait, elles sont engagées dans une grossesse potentielle. Donc pour moi, de toute façon, il y a un deuil. Bien sûr. Voilà, quand il y a non-fécondation ou que le transfert n'a pas fonctionné, il y a un deuil à faire, en fait. Ouais, exactement. On en parlait, je remettrai le lien de l'épisode, mais avec Sophie qui a monté en cofondation de l'association Ma PMA et moi. Donc voilà, s'il y a des personnes que ça intéresse ou que ça concerne, je remettrai l'épisode directement en lien pour que les personnes puissent y accéder. Et justement, juste avant, tu parlais de la notion de culpabilité qui est là souvent en fond dans les différents typologies, différentes formes de deuil périnataux qu'on peut observer sur cette période de 24 mois. Alors, j'allais dire, c'est quoi un petit peu les phases, les étapes, sans dire qu'il y a un process qui est linéaire, sans dire que tout le monde parcourra le même chemin au même moment, dans la même temporalité. Mais si on peut donner des points de repère et les personnes prennent si ça fait écho, ne prennent pas si ça fait pas écho, ce serait quoi un peu la temporalité des parents? Et derrière la notion de parents, c'est important pour moi de le préciser, je mets autant la notion d'un couple hétérosexuel que d'un couple homosexuel. Et si peut-être il y a des différences aussi, si tu as envie de les préciser, avec grand plaisir. Alors c'est vrai que tu as dit un mot très important, c'est temporalité. Parce que dans le fond, les stades de deuil, ils sont propres au deuil, d'une manière globale et générale. Donc c'est vite fait, le déni, non, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est bien notre première réaction quand on nous annonce le décès d'une personne. Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et ce deuil, ce déni, il va durer plus ou moins longtemps en fonction de l'histoire de la personne. Ensuite, c'est la phase de colère, d'injustice, de culpabilité. On va trouver le responsable, on va se sentir être le responsable ou le coupable de la situation. Enfin, c'est cette phase de colère et d'injustice. Ensuite, c'est cette phase de descente, de tristesse. Là, on sombre en fait. On réalise et on sombre. Puis viendra la phase plus ou moins, j'allais dire, d'acceptation et de faire avec. C'est ça. Voilà. En gros, c'est un peu ça les grandes étapes. Mais effectivement, autour de la périnatalité, c'est la temporalité. La temporalité, elle est très très importante parce que fait une femme
après avoir fait son test de grossesse, quand elle le découvre positif, elle compte. Et elle se dit, dans 9 mois, à cette date-là à peu près, j'aurai mon bébé dans les bras. Voilà. Et donc, en fait, quasiment spontanément, cette temporalité, elle va s'inscrire en elle. Oui. Dans sa tête, dans son corps, elle va s'imprégner en elle. Cette temporalité, elle est là. Quoi qu'on fasse, elle est là. Et donc, une femme qui va perdre son bébé durant ces 9 mois de grossesse, eh bien, les 9 mois seront inscrits. Et on a l'impression que ce deuil, il va être indexé à cette temporalité. Alors, je dis pas qu'elle va rester dans le déni. Une femme qui, par exemple, va perdre son bébé, on va prendre l'exemple, à 4 mois de grossesse. Elle va pas rester dans le déni pendant ces 5 mois. Mais il s'avère que pendant ces 5 mois, quand bien même elle a cette période de tristesse, alors pas d'acceptation, ça c'est clair et net, mais qu'elle va être dans la tristesse, avec des retours dans la culpabilité, dans la colère, dans l'injustice, puis elle va repartir dans la tristesse, puis, enfin voilà, hein. Eh bien, au moment de la naissance prévue de l'enfant, il va quand même y avoir cette étape très très importante de j'aurais dû avoir mon enfant dans les bras. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est incompressible. Moi, j'ai le sentiment, enfin, je le vis avec mes patientes, je le traverse avec elles, c'est incompressible. Hein. Et bien souvent, la question, c'est l'enfant d'après, la grossesse d'après. Et quand ces temporalités se superposent, voilà, cette femme a perdu son bébé à 4 mois de grossesse, elle est dans la tristesse, on lui dit passe à autre chose, fais un autre enfant, hein, voilà, on en parlera après, hein, avec son entourage. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Voilà, admettons 2 mois plus tard, elle se trouve à nouveau enceinte. Bon, déjà, elle est enceinte dans la peur de la répétition, hein, elle est pas très très sereine au fond d'elle, elle est heureuse, mais est-ce qu'elle a bien le droit d'être heureuse? Est-ce que c'est pas trahir le bébé d'avant? Est-ce que c'est toutes ces questions? J'allais dire parfois, comme par hasard, hein, à ce moment des 9 mois de grossesse, de sa première grossesse, il se passe quelque chose. Elle va saigner, elle va pas sentir le bébé bouger comme il faut, elle va se retrouver aux urgences, elle va somatiser. Le corps vient lui rappeler qu'à ce moment-là, il devait se passer autre chose, il devait se passer la naissance de son enfant. Et parfois, en fait, elles n'en ont pas conscience. Et donc, c'est important de mettre à jour, de venir conscientiser ce moment qui appartenait à la grossesse d'avant. Alors souvent, elles sont dans la culpabilité de se dire, mais alors, est-ce que j'ai fait une bêtise? Est-ce que j'aurais pas dû? On aurait dû me dire. Ben non, peu importe. Hein, c'est votre temps, c'est votre vie, il vous appartient, mais simplement de venir conscientiser ce qui se passe là. Votre corps vient vous rappeler, votre inconscient vient vous rappeler ce cycle qui était inscrit au fond de vous. Dans l'exemple que tu me donnes, ça me fait penser à quand on perd quelqu'un et souvent la date des 1 an, que parfois on a essayé soit de gommer ou d'oublier parce qu'elle peut être traumatique. Et parfois on ne fait pas attention que cette date, elle arrive dans le calendrier, justement cette notion du corps. Et pourtant, on sent qu'il y a un truc bizarre, on ne sait pas forcément l'exprimer. Et c'est parfois qu'après où on se dit, ah ouais, mais en fait, c'était cette date-là. Alors, il y a souvent un peu 2 groupes. Il y a les personnes qui attendent cette date et que la date est marquée sur le calendrier. Et il y a les personnes qui vont plus avoir tendance à essayer de reprendre la vie et du coup que cette date soit une parmi tant d'autres et que l'hommage est d'une manière différente. Il n'y a pas de manque de respect ou d'oubli du tout derrière tout ça. Mais sur cette notion du corps qui se réveille ou qui passe un message, je trouvais intéressant peut-être de trouver un parallèle qui puisse parler aussi à d'autres personnes pour montrer que ben oui, c'est pas comment dire, c'est pas, j'allais dire, c'est pas magique, mais en même temps, c'est un peu magique, ce corps qui réagit sans qu'on en ait vraiment tout le temps la volonté et le contrôle, en fait. C'était cette notion-là qui me faisait écho. Alors, tu parles du corps, moi je parle de l'inconscient. Ouais. Hein, de l'inconscient qui vient donner le message au corps d'envoyer cette information. Parce que l'inconscient a inscrit cette temporalité. C'est pour ça que ce mot de temporalité, je pense que c'est le mot clé au niveau du deuil périnatal, du deuil en général. Hein,
Bien sûr. Et du coup, tu parlais, donc tu as donné un peu les étapes, comme on disait, qui sont, pas du tout figées, qui sont des points de repère. Prenez-les si elles vous parlent, ne les prenez pas si elles vous parlent pas. En réalité, qu'importe, il y a vraiment votre chemin, votre temporalité, comme tu l'as dit. Est-ce que, tu parlais de l'enfant d'après qui est là vraiment, particulier et bien, voilà, qui correspond à cette situation du deuil périnatal. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Parce qu'il y a cette notion aussi derrière de culpabilité comme tu l'as dit. Est-ce que on fait un autre bébé parce que c'était notre projet et ça rendra hommage au premier? Et puis peut-être comment on en parle? Est-ce que du coup on a un enfant? Est-ce qu'on en a 2? Est-ce qu'on se considère maman ou papa et mamanche, papanche, parce que c'est aussi des termes qui peuvent se manifester. Alors encore une fois, il y a pas une réponse et il y a pas un chemin type, hein. Il y a chaque couple, chaque duo de parents qui va évoluer sur son propre chemin. Mais c'est quoi un petit peu les situations que toi tu peux rencontrer avec les patients et les couples que tu accompagnes? Mmh. Bah, c'est vrai que chaque situation est singulière, hein, et répond à l'histoire de la personne. Mais par exemple, j'ai en tête une maman que j'accompagne d'ailleurs actuellement, qui est enceinte, de 3 mois et demi à peu près, et avant cette grossesse, elle a eu donc une première grossesse. Une malformation a été découverte, pour son bébé. Et je pense qu'elle a accouché à 4 mois, 4 mois de grossesse. Elle a accouché, donc, hein, c'est un accouchement. Elle n'a pas voulu voir son bébé. Hem Bon, c'est son choix, son conjoint non plus. Donc elle s'est retrouvée enceinte, j'allais dire assez rapidement parce que c'était, 3 mois plus tard, elle se retrouve à nouveau enceinte. Donc c'est donc lors de cette deuxième grossesse. Donc moi, je lui demande un petit peu, pour la première grossesse, est-ce qu'elle a mis en place des choses? Est-ce qu'elle a déclaré son enfant? Est-ce qu'elle lui a donné un prénom? Voilà, comment ça s'est passé? Et elle me dit que non. Elle me dit que ce sera à la naissance de cet enfant-là qu'elle viendra déclarer son premier enfant. Que pour le moment, elle ne le désire pas, ils ne l'ont pas vu, et cetera. Mais en fait, dans son vécu, il se trouve que, elle pensait qu'en étant enceinte une deuxième fois, alors je vais dire, ça allait aller un petit peu plus vite, mais en fait, il s'avère que cette seconde grossesse vient, réveiller encore plus fort la douleur de son premier enfant, d'avoir perdu son premier enfant. Et que, donc moi, je lui parle en fait, du fait de venir déclarer son enfant, de lui donner, cette place, son existence propre, hein. Hem Au début, en fait, elle était assez défensive sur le sujet en me disant que non, 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 non. Et puis tout compte fait, au fil des semaines, elle me dit que oui, qu'elle a jamais autant parlé du premier bébé que depuis qu'elle est enceinte de son deuxième bébé. Voilà. Et qu'au point de départ, bah oui, elle pensait faire tout ça à la naissance du deuxième, comme si ça venait légitimer le premier, mais qu'en fait là, elle pense qu'elle va le faire là, pendant la grossesse. Hein. Donc, je pense que c'est la place de chacun des enfants qui est importante, et elle vient dans l'après-coup pleurer ce premier bébé qu'elle a perdu, qu'elle réduisait simplement à sa temporalité des 3 mois et demi. Ce n'était que 3 mois et demi. Il fallait absolument réduire ça. Elle parlait même de fœtus. Elle parlait pas de bébé. On sentait qu'elle était dans quelque chose de très défensif, pour se protéger en fait. Hein. Mais là, cette deuxième grossesse, vient complètement légitimer la première et lui donner sa juste place. J'aime beaucoup, enfin, je trouve que c'est un mot qui est central et qui est hyper important dans le deuil de manière générale, mais aussi dans le deuil périnatal, et d'autant plus quand cet enfant ne s'est pas incarné, qu'il est pas né et qu'il est décédé pendant la grossesse, c'est le mot de légitimité. Parce que c'est pas parce que cet enfant n'a pas existé physiquement, qu'il ne s'est pas incarné, qu'il a pas eu une existence, je disais tout à l'heure, psychologique, mais dans les projections des parents bah, on va devenir parent, c'est quand même, enfin, je le suis pas, mais c'est quand même tout un chamboulement de vie de devenir parent, un chamboulement en termes d'identité, en termes personnels, dans un couple, dans une famille, enfin, et
la liste n'est pas exhaustive. Et cette notion de légitimité, elle est très importante. Et tu citais un peu tout à l'heure quelques stéréotypes, quelques mots qu'on peut avoir de, ben c'est pas grave, t'en auras un autre, tu es jeune, tu pourras en refaire un autre. Et alors, il y a certainement une part d'interprétation de ma part, mais dans le récit que tu faisais, je me disais, est-ce que finalement, parfois, sur certains couples ou sur certaines mamans, est-ce qu'on n'est pas influencé par tout ce qu'on nous dit, par tout ce qu'on entend, et du coup, ce n'était que 3 mois et demi. Alors, je dis pas que c'est le cas de cette personne, mais c'est la réflexion qui me vient en même temps que je t'écoutais. Je sais pas si ça fait sens ou si ça fait écho à certaines choses pour toi. Bah si, bien sûr, Ouais. bien sûr. Il y a une rationalisation qui est d'abord, je pense, environnementale, hein, mais après, alors là aussi, on retrouve la personnalité de la maman. Hein. Est-ce que la maman, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est déjà dans une forme de sensibilité, qui sait parler de ses émotions, qui s'autorise, ou est-ce que c'est une personne qui va rationaliser, hein, bien contenir tout ça, et donc dans son discours, on va retrouver tout ça. Ce n'était qu'un. Hein, ce n'était qu'un embryon ou ce n'était qu'un fœtus. Bon, il n'y avait pas de vie en tant que telle. On n'a pas connu cet enfant. Voilà, il y a des femmes qui vont tenir ce discours-là. Mais moi, ce que je me dis toujours, c'est qu'elles sont là malgré tout en face de moi. Oui. Donc c'est qu'il y a certainement un besoin ou quelque chose qui Exactement. doit s'exprimer. Exactement. Donc moi, étant psy, ben, on va quand même parler du champ de l'invisible, du champ de l'inconscient. Donc, dans le fond, elles sont en train de rationaliser quelque chose. Donc, moi, je l'entends comme une défense face à trop de douleur, qui peut-être n'est pas légitimée par son environnement. Et donc, ce que je me dis, c'est que moi, je suis là pour leur offrir cet espace-là, hein, j'allais dire d'abord géographique, hein, mais cet espace de parole pour venir libérer l'émotion et la douleur qui est là de toute façon, au fond. Hein. Alors ça prend plus ou moins de temps. Il y a des femmes qui vont rester dans dans cette position assez défensive, qui vont continuer de venir, hein, en disant, dans le fond, je veux me protéger. Ouais. Je veux me protéger. Je veux encore maintenir ces mécanismes de défense et je veux me protéger. Mais je me dis que inconsciemment, non, en fait, inconsciemment, il faut que je réussisse à leur permettre de céder un peu ces mécanismes de défense pour lâcher, en fait, pour lâcher cette émotion. Donc, en fait, moi, je vais venir parler du bébé perdu comme d'un bébé qui doit avoir sa juste place. Et justement, dans ces notions-là, alors je continue un peu sur ce côté stéréotype, préjugé qui peut venir de la famille, de l'entourage, qui est, encore une fois, si vous êtes proche et que vous avez eu ce type de propos, 99% du temps, c'est avec des bonnes intentions, parce qu'on sait pas faire, il n'y a pas de méchanceté derrière tout ça. C'est simplement que oui, ça peut être très mal perçu par la personne qui est endeuillée, à qui vous le dites. Mais ce qui est valable dans le cadre du deuil périnatal et qui peut être valable avec d'autres types de phrases, sur d'autres types de deuil ou d'autres types de décès. Donc voilà, il ne s'agit pas de culpabiliser les gens, mais au contraire, d'essayer de faire autrement peut-être une prochaine fois et d'avoir d'autres outils et d'autres types de soutien. Et justement, on disait que donc ce bébé qui s'est pas incarné, il n'y a pas eu de présence, il n'y a pas eu de réalité pour les personnes qui sont extérieures, en fait. Tout à fait. Alors, on peut inclure ou non la famille parce que c'est vraiment réel pour les parents, ça peut l'être pour les grands-parents, encore une fois, selon la famille, l'ambiance aussi dans la famille et les liens. Mais alors, du moment où on passe aux amis, tout ça, là, c'est plus du tout réel. Est-ce que, sans dire que l'un des deux deuils est plus difficile, mais est-ce qu'il y a des différences de vécu au sein du deuil périnatal quand l'enfant s'est incarné, qu'il ait eu peut-être quelques jours, quelques semaines ou quelques mois d'existence, ou quand l'enfant s'est pas incarné? Est-ce que, justement, dans les parents, il y a des choses qui sont peut-être plus difficiles, alors non pas acceptables, mais on consent mieux peut-être à cette réalité de telle ou telle manière, dans telle ou telle situation, ou est-ce qu'encore une fois, incarné ou non incarné dans un corps physique, finalement, c'est encore une fois chacun son propre chemin. Alors oui, c'est chacun son propre chemin, mais effectivement, la reconnaissance, elle est quand même très importante. Un enfant qui est né, qui a vécu malgré tout quelque temps, il est reconnu aux yeux de tous comme ayant existé.
hein. Certains même auront pu le prendre dans les bras, le voir, donc et surtout, les parents seront devenus des parents aux yeux de leur entourage, aux yeux des autres. Une femme qui est enceinte n'est pas une mère aux yeux des autres. Elle n'est une mère que pour elle. Même parfois dans les couples, ça pose difficulté. Hein. Il y a des chemins, des routes de deuil différentes entre l'homme et la femme, entre le papa et la maman. Parfois, c'est très compliqué. Donc oui, il y a quand même une différence entre la femme qui perd son bébé pendant la grossesse et la femme qui va réussir à mettre au monde son enfant, qui va partager du temps avec. Enfin, je pense à la mort subite du nourrisson, un bébé qui va décéder à 3 mois ou à 4 mois. Forcément, il aura existé pour l'entourage. Hein. Alors là, on va mettre, parce que je l'entends malheureusement, on va mettre quand même une forme de hiérarchie à la douleur. C'est peut-être moins pire de perdre un bébé que de perdre un enfant qui aurait eu 8 ans ou 9 ans. Bon, ça c'est terrible, mais bon, on l'entend. Hein. Mais ça aussi, c'est important et c'est pour ça que en plus de ça, il y a pas toujours le visu et puis il y a pas d'échange avec les auditeurs et auditrices de dire qu'il y a pas de hiérarchie en réalité. Il y a votre expérience, il y a vos deuils, il y a vos émotions, il y a vos vécus, il y a votre passé, votre présent et ce que fera aussi le futur. Il y a ni bon ni mauvais chemin. Il y en a qui sont plus difficiles, plus traumatiques, plus chaotiques, plus inconfortables, d'autres qui sont plus fluides. Mais voilà, il y a ni bonne ni mauvaise réponse et merci pardon de repréciser cette notion de qu'on voit et qui n'est pas une réalité de hiérarchie de la souffrance ou de hiérarchie du deuil en fait, parce que c'est intime, personnel, subjectif comme on l'a dit depuis tout à l'heure. Et tu citais justement la différence entre un papa et une maman justement dans ce vécu. Encore une fois, on est sur des points de repère, mais peut-être et je parlais tout à l'heure des couples qui sont hétérosexuels ou homosexuels en disant que pour moi j'y mettais les deux. Est-ce que peut-être un couple de deux femmes le fait que ce soit deux femmes, que toutes les deux puissent porter la vie, qu'il y ait toutes les deux cette notion de maternité, est-ce que peut-être on trouve une différence par rapport à un couple hétérosexuel et peut-être dans un couple hétérosexuel, un père et une mère, quelles sont les différences, encore une fois, sans dire que l'un souffre plus que l'autre, mais peut-être les points où ça va être plus difficile, plus challengeant, peut-être pour une maman ou pour un papa. Ben, j'ai pas assez d'expérience autour des couples homosexuels de femmes. Donc je peux pas parler avec un vécu en tout cas. Ok. Hein. J'ai des idées dans la tête, mais j'ai pas assez de recul et de vécu. J'ai pas assez accompagné les femmes, les couples de femmes pour en parler. Je l'imagine. J'imagine que le deuil est sans doute un peu plus intense chez l'autre femme, même qu'elle n'ait pas porté l'enfant, mais chez l'autre femme, parce qu'il y a quelque chose au niveau corporel de l'ordre de l'identification à sa compagne qui peut être possible. Hein. Ce serait même très intéressant d'aller suivre plusieurs couples de femmes homosexuelles dans le deuil et même dans la grossesse, hein, parce que je pense à une situation un peu particulière, mais je vais en parler parce que c'est ça qui me vient dans l'esprit à ce moment-là. J'ai vu un couple, donc un homme et une femme, dont la femme portait l'enfant de son conjoint, qui était avant une femme, et qui avait donc donné ses ovocytes. Donc en fait, en soi, la femme qui portait l'enfant était mère porteuse, entre guillemets, hein, puisqu'elle portait un enfant qui n'était pas biologiquement le sien. Donc il y a eu un donneur homme, et elle portait les ovocytes de son mari, qui était avant une femme. D'accord? Donc c'est une situation quand même très particulière. Et au point de départ, durant le premier trimestre, puisque je les ai vus pendant le premier trimestre, eh bien, je voyais chez cet homme une angoisse féminine, enfin, que moi je qualifierais de féminine, c'est-à-dire que c'était lui qui était dans la peur de la fausse couche. Elle était sereine et lui me disait que il avait des nausées,
qu'il se réveillait tous les matins en se disant « Est-ce que la grossesse est encore en cours ?» Il avait peur. Hein, et je me disais, c'est fou. Enfin, moi, j'entendais le discours des femmes que j'accompagne en début de grossesse quand elles sont dans ces peurs de fausse couche au premier trimestre. Mais c'est lui qui en parlait, avec les mots que j'entends chez les femmes. La notion peut-être d'identification, de projection ou de ressenti, de vécu. Enfin, point d'interrogation, il y a en tout cas, j'ai eu qu'une situation comme ça, donc je n'ai aucun moyen de dire si c'est plus commun que uniquement pour cette personne. Exactement. Mais c'était intéressant, voilà. Donc pour en revenir, au couple homosexuel, j'ai pas assez de recul par rapport à la différence homme-femme au niveau du travail de deuil. Mais quand j'accompagne des couples dans le deuil périnatal, ce qui arrive souvent, c'est que la maman mette plus de temps dans son deuil, encore une fois cette notion de temporalité, que le papa, une fois qu'il a repris le travail, qu'il a repris sa vie ordinaire, entre guillemets, souvent les mamans me disent « j'ai l'impression que lui, ça y est, il est passé à autre chose et moi je suis toujours là, je souffre, j'ai mal, mon bébé me manque et lui il a repris sa vie. » Voilà. À un moment donné, on a l'impression que les chemins s'écartent parce qu'encore une fois, la temporalité n'est pas la même, le vécu corporel n'est pas le même et qu'effectivement, une femme va mettre plus de temps dans son deuil. Et justement, tu parles de ces chemins et de ces temporalités. C'est souvent aussi quelque chose qu'on entend, qu'un couple face à ce type de difficulté, à un deuil, peut aussi malheureusement se séparer quand il n'y a pas de communication ou pas suffisamment ou pas la bonne communication ou pas une aide. Je pense par exemple à des psys qui peuvent venir aider pour fluidifier la parole et pour remettre les choses au clair, pour aider justement à dire les choses qu'on a parfois du mal à se dire ou qu'on va se dire avec parfois un peu d'agressivité. Est-ce que pareil, c'est quelque chose que tu observes, j'ai envie de dire malheureusement, mais que tu observes malheureusement assez régulièrement ou au contraire, est-ce que peut-être il y a les deux? Est-ce qu'il y a des couples qui se séparent et est-ce qu'il y a des couples qui en ressortent peut-être plus forts? J'entends plus fort dans leur amour, dans leur union. J'entends pas qu'il y a une force derrière ce deuil-là, mais plus voilà, ça nous a d'autant plus liés, ça nous a donné peut-être d'autant plus l'envie, d'autant plus d'amour. Et cette liste, elle est encore une fois pas exhaustive. Bah oui, effectivement, il y a des histoires très différentes à chaque fois. Hein. Et effectivement, il y a des couples qui se séparent après la perte, et puis il y a d'autres couples qui sont renforcés dans leur vécu, tout comme dans les demandes, puisque moi j'accompagne les couples lors du deuil périnatal. Alors je trouve que aujourd'hui, pour avoir un recul quand même d'une vingtaine d'années, je vois davantage les couples. Il y a quelques années, je ne voyais que la maman. Donc il y a quand même aussi, je pense que cette évolution qui est, je pense, liée aussi au fait que l'homme s'autorise davantage aujourd'hui à manifester ses émotions, à en parler, à pleurer, à être triste. Qu'il y a quelques années avant, il y avait quand même encore c'était inscrit dans l'inconscient collectif que l'homme ne devait pas manifester ses émotions, devait les contenir. Aujourd'hui, je trouve que les hommes, quand même, viennent davantage parler de leurs émotions, viennent pleurer, voilà. Donc il y a une évolution sociétale. Oui. Qui est bénéfique. Et ça me ramène à ça, mais d'où le fait de pouvoir parler des deuils pour justement changer et apporter ces évolutions sociétales et que demain ce soit plus fluide dans la parole. Ça veut pas dire que l'expérience est fluide, mais plus fluide dans la parole, qu'on puisse avoir des soutiens, et je trouve que ça montre ça aussi, ce que tu viens de dire là, c'est que finalement, en ayant parlé, en ayant dit à ces hommes que vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'avoir des émotions, vous avez le droit de les exprimer, petit à petit, ils s'autorisent à. Donc si aujourd'hui on se dit qu'on a le droit de vivre
nos deuils, que chacun a son propre deuil, a son propre chemin, qu'il n'y a pas forcément d'étapes, que voilà comment on peut aider, quelles sont les ressources, et on peut espérer que demain le deuil soit plus commun, plus introduit dans notre société plutôt que tabou comme il l'est finalement aujourd'hui. Et ça peut m'amener à cette question aussi ma question, elle va un peu être double. Depuis tout à l'heure, on va dire qu'on parle du déroulé du deuil périnatal avec ses différentes formes, avec les différents chemins. Il y a peut-être un chemin qui est pas celui que on a envie que nos proches ou même nos patients prennent, mais qui en est un aussi, qui est ce cas où ça devient beaucoup plus traumatique, où il y a cette notion qui est plus pathologique. Puis tout à l'heure, pour moi, on parle de ce chagrin qui est normal, qui peut être intense, mais qui est normal, qui est une réaction naturelle à la perte. Est-ce que justement, dans le cadre du deuil périnatal, dans ton expérience, tu vois beaucoup de situations de parents, père ou mère, qui vont vers une situation de deuil compliqué, de deuil pathologique, de deuil traumatique, ou au contraire, est-ce que c'est un deuil qui arrive à s'assimiler, à être accepté, auquel on consentit pour ensuite se reconstruire d'une manière ou d'une autre, selon comment le futur est écrit aussi? Je pense que, moi, j'en ai pas rencontré, de personnes qui n'ont pas réussi à «élaborer» entre guillemets leur deuil, hein. Hem, mais je pense que quand une personne ne va pas réussir à s'en sortir, va être toujours dans cette, douleur intense, dans cette tristesse, hem, c'est qu'il y avait quand même une structure psychologique, plus fragile sous-jacente. Donc, encore une fois, c'est l'histoire de la singularité. C'est-à-dire que, la personne, chez qui ça arrive, elle va réagir en fonction aussi de son histoire, de sa structure de personnalité, de son transgénérationnel aussi, voilà. Et donc, ça va être, je me souviens d'une maman qui, a perdu son bébé à 6 mois de grossesse. Donc je l'ai accompagnée très longtemps, cette maman, et ça a été, pour elle justement, j'allais dire l'occasion, c'est peut-être pas le bon terme, mais de faire un travail sur elle en profondeur, qui a duré longtemps. Elle a perdu une petite fille et elle a eu un petit garçon, 4 ans plus tard. Donc ça a pris du temps parce que, par son histoire, personnelle, et l'histoire du deuil de sa petite fille est venue, mettre, en exergue une histoire de transgénérationnel, de traumatisme, de secret de famille, où il y avait eu déjà, hein, un bébé perdu dont on n'avait jamais parlé, heu et en fait, c'est vrai qu'elle a mis du temps. Alors j'aime pas cette expression parce qu'on disait tout à l'heure que la temporalité, Elle a mis elle est son temps. personnelle. Elle a mis son temps, elle a mis son temps, effectivement, mais elle est restée très longtemps, dans une douleur vraiment, profonde. Mmh. Dans ce que tu dis justement où c'est venu, révéler, mettre en exergue d'autres choses, il y a un peu cette notion, on l'entend pas souvent, moi c'est une image qui me parle, tu me diras peut-être si elle te parle ou non, un peu cette notion de boîte de Pandore. Quand un deuil arrive pour une personne, pour une famille, pour un couple, ça ouvre souvent tout un pan de choses auxquelles on n'avait pas pensé, pas réfléchi, pas vu, pas voulu voir, pas regarder, et cetera. Et c'est un peu ce que ça m'évoquait justement là dans ce que tu disais où il y a eu ce deuil, il y a eu le besoin d'intégrer, de regarder, d'observer, de comprendre, d'analyser, de ressentir. Enfin, et encore une fois, c'est pas exhaustif tous ces verbes pour tous les vécus qui peuvent exister, mais c'est aussi justement, tu disais une occasion, une opportunité, un bénéfice caché. J'aime pas ces termes parce que c'est comme si on tirait quelque chose d'eux, mais en tout cas, à travers ce deuil, il y a aussi cette notion de, ça vient parler de nous, en fait. Et on apprend malgré nous et à cause, grâce
vous prenez le terme qui vous va le mieux à ce deuil, à se connaître et à voir ce que nous fait la souffrance, à voir ce que nous fait la douleur, la perte, le chagrin, exprimer nos émotions. Et c'est aussi quelque chose de beau, avec des grands guillemets. J'entends beau parce que pour moi, c'est ce qui nous révèle à notre humanité, à notre vulnérabilité. Et c'est aussi ce que je trouve beau. Je sais pas si ça te parle ou si complètement, ouais. complètement. Et c'est vrai que c'est difficile et délicat, puisqu'on parle d'abord de la mort, qui plus est d'un enfant. Hein, donc ça, c'est pas inscrit dans l'ordre des choses. Bien sûr. C'est pour ça que dans le fond, le deuil de son enfant, on ne le fait jamais. Pour moi, on ne le fait jamais. C'est pas possible en fait. Hein, c'est pas dans l'ordre des choses. On essaye de vivre avec le moins pire possible. C'est ça. Voilà. Consentir comme on le peut. Mais effectivement, dans beaucoup de situations, on va essayer de mettre du sens, on va essayer de comprendre pourquoi la vie a mis ça sur notre chemin et qu'est-ce qu'elle est venue nous faire comprendre, qu'est-ce qu'elle est venue nous faire entendre. Et bien souvent, on trouve dans l'histoire familiale, en fait, déjà des histoires de deuil d'enfants qui n'ont pas été élaborées, accomplies par nos ancêtres. Hein, et voilà, la vie nous remet en place pour venir justement légitimer, on y revient, hein, ce petit être qui doit prendre une place légitime, sa place à lui, pour venir parler d'une histoire familiale. Exactement. Ouais. Et du coup, peut-être en termes de ressources, on va dire que de manière un peu dissimulée, on en a partagé. Depuis tout à l'heure, on parlait de la communication dans le couple, le fait de revenir à soi, à sa propre structure aussi, son fonctionnement. Qu'est-ce que ça évoque en moi, peut-être par rapport à l'autre, à mon conjoint ou ma conjointe, sans dire que c'est pire, sans dire que c'est mieux. Juste, voilà, ça évoque ça pour lui ou pour elle, ça évoque ça pour moi. Est-ce que peut-être il y a des ressources au-delà du fait d'avoir un accompagnement, une aide, des choses qui pourraient éclairer ou auxquelles penser ou réfléchir si justement certains auditeurs ou auditrices traversent un deuil périnatal? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie de conseiller, de partager, ou vers lesquelles réorienter aussi? Par exemple, j'aime pas le côté conseil, hein, parce que de la part d'un psy, c'est compliqué. Le psy, il est pas là pour donner des conseils. Hein. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, je vais dire aux mamans ou aux parents que j'accompagne d'accueillir la douleur au moment où elle se présente, de ne pas vouloir absolument la mettre de côté et voilà, au contraire, de l'accueillir au moment où elle se présente. Alors ça peut être par des petits rituels, pour lui donner justement un espace, délimité et de ne pas, qu'elle n'envahisse pas en fait tout leur espace. Donc ça peut être, voilà, au moment où vous sentez que la douleur vous traverse, allez allumer une petite bougie en pensant à votre bébé, accordez-lui ce temps. Allez symboliser en plantant un arbre dans votre jardin et en lui donnant le prénom de l'enfant que vous avez choisi. Écoutez une musique qui va vous rappeler le temps passé avec votre bébé ou bien une musique que vous écoutiez quand vous étiez enceinte, avant de vous séparer de votre bébé. Voilà, donnez un espace à cette douleur, donnez-lui une forme, donnez-lui un symbole, pour lui donner justement, j'allais dire, quelque chose qui prend forme et qui n'envahisse pas tout le terrain. Parce que quand on a mal et qu'on n'a pas envie d'avoir mal, on a encore plus mal et tout le temps. C'est ça, c'est comme ne pas penser à un éléphant bleu. La première chose auquel on pense, c'est l'éléphant l'image. bleu. Donc, c'est d'abord d'accueillir cette douleur. Et cette douleur, elle va diminuer malgré tout en intensité. Hein. De toute façon, elle va diminuer en intensité. Sachant que diminuer ne veut pas dire oublier. Exactement. C'est souvent une grande Parce que faire le deuil, c'est pas oublier. C'est ça, exactement. C'est vivre avec le mieux possible. Voilà.
Et dans ce que tu dis, en fait, le fait d'accueillir, moi, ça m'évoque aussi cette notion de transformation du lien, en fait, à travers le processus de deuil où il y avait la présence d'un bébé. Alors, présence dans le corps, même si cet enfant s'est pas incarné, ou présence du corps de ce bébé qui est né, qui arrive vers une absence, justement, ce corps, cet enfant qui est décédé, qui se soit incarné ou non. Mais ce lien, il est toujours là. Et je trouve que dans ce que tu disais, les rituels, qu'importe que ce soit une bougie, ou toute autre chose, une balade, une musique, qu'importe. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, ça vous permet de vous relier à votre enfant, à votre bébé qui est décédé et qui permet de garder le lien, de le conserver, mais tout en le transformant parce qu'il est différent. Mais ça permet aussi, comme tu dis, d'accueillir les émotions et donc d'avoir comment dire, cette matière, comme on disait, le fait de parfois vouloir, parfois on se dit, bah, il faut mieux taire, hein. On va mieux taire, on va mettre tout ça sous le tapis et ça va mieux passer. Ça va peut-être mieux passer pendant un temps, mais je suis partisane du fait qu'à un moment, ça va revenir et quand ça va revenir, ça risque de faire d'autant plus mal. Bien que parfois, il y a des deuils qui ont besoin d'être décalés, mais on les contrôle pas forcément totalement parce qu'on n'a pas l'espace psychique pour. Donc, c'est aussi des chemins qui peuvent être possibles et où les choses se présentent plusieurs mois ou années après parce qu'il y a des situations de vie qui font que. Mais en tout cas, ça m'évoquait cette notion du lien, en fait, ce que tu abordais avec ces rituels. Ça te parle? Oui, et Ouais. justement, je rebondis sur l'histoire du lien et surtout de quelque chose qui ne s'évapore jamais par la notion de microchimérisme fœtal, le microchimérisme fœtal, c'est la notion du cellulaire. C'est-à-dire qu'une femme qui a porté un enfant, quel que soit le temps durant lequel elle l'a porté, l'enfant va laisser son empreinte cellulaire dans le corps de la mère. Alors là, on a prouvé pendant 30 ans. Mais c'est ce qu'on a réussi à prouver. Pour moi, je pense que ça va au-delà. Autrement dit, une femme qui a attendu un bébé porte en elle les cellules de son bébé durant au moins 30 ans. Voyez ? Et le bébé porte les cellules de sa mère, ces microcellules, durant toute sa vie. Ça veut dire qu'au niveau cellulaire, en fait, on reste lié toute sa vie. C'est beau. Merci pour ce petit rappel qui permet d'imager peut-être ou encore une fois, peut-être que cet exemple vous parlera, peut-être qu'il vous parlera pas, mais c'est toute l'idée du podcast, c'est de permettre à chacun et à chacune de trouver ce qui est aidant. Qu'importe que ce soit la même chose que votre voisin ou votre voisine, mais de trouver quelque chose qui est aidant. Et justement, on a donné un peu, on va dire, quelques conseils, ressources, idées, pistes. C'est plus des pistes de réflexion en réalité pour cheminer dans ce deuil. Et on parlait tout à l'heure des stéréotypes, des préjugés, de parfois certaines phrases pleines d'amour, mais qui n'ont pas l'effet finalement escompté. Maladroite. Exactement, maladroite. Je pense que ça peut être intéressant aussi de terminer sur un point comme ça, de dire, voilà, si autour de vous, vous avez quelqu'un, un couple, une femme, un homme qui a perdu justement un enfant, que cet enfant soit né ou qu'il soit décédé pendant la grossesse, est-ce que pareil, tu aurais des pistes de réflexion de comment réagir, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire? Moi, j'ai souvent cette tendance à dire, si vous savez pas quoi faire, si vous savez pas quoi dire, dites-le. Dites que, voilà, j'aimerais réagir pour toi, mais je sais pas, j'ai peur de pas avoir les bons mots. Je sais pas comment dire, je sais pas comment faire. Je te vois en peine et ça me fait mal. Mais en fait, dites ce qui vous traverse. Je parlais tout à l'heure de vulnérabilité, d'humanité, d'émotion. Je trouve que quand on dit les choses, parfois, même si on ne sait pas faire, le fait d'avoir dit qu'on savait pas faire ou pas comment faire, c'est parfois bien plus aidant que t'inquiète pas, ça va aller. Tout à fait. Je sais pas si ça te parle. C'est tout à fait ça. Vu ton sourire, ça a l'air de te parler. C'est effectivement de dire, voilà, je sais pas ma juste position, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis là. C'est ça. C'est la présence, en fait. C'est la présence, exactement. C'est ce que tu ressens aussi. Oui. Est-ce que
Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être que tu as envie de partager, que ce soit, sur certaines situations, des choses qu'on n'aurait pas abordées et que tu souhaiterais mentionner, que ce soit sur l'un des types de deuil périnataux, sur un vécu, une expérience particulière, un soutien, une ressource, quelque chose que tu souhaiterais mentionner qu'on n'a pas abordé? Bah, pour moi, ça réfère, le deuil périnatal, hem, il est en lien avec le côté sacré de la naissance. Moi, je sacralise, en fait, cette période de la vie, qui entoure l'arrivée d'un bébé, qui entoure la naissance. Donc, cette difficulté justement de parler du deuil périnatal, de vivre ce deuil périnatal, il est vraiment en lien avec le côté sacré, dans la définition du mot sacré, hein, qui réfère alors, le mot sacré, il réfère au religieux, donc mais j'enlèverai le côté religieux pour mettre le côté spirituel. Voyez? Pas religieux dans les croyances religieuses, mais dans la spiritualité, hein, dans le rapport à l'invisible, au sacré, parce que le sacré, il est lié à ça et il est lié au respect, en fait, de quelque chose qui est, la magie de la vie. Parce que quand on y pense quand même, quand on se dit qu'un enfant, prend vie dans le corps, d'une femme, enfin et quand on regarde un nourrisson. Enfin, moi, je suis toujours dans la fascination et dans une forme de sidération quand je regarde les nourrissons, Mmh. quoi. Tout à l'heure, je parlais un peu de la magie du corps, mais ça fait Oui, écho à ça. C'est vrai qu'il y a un c'est ça. côté où c'est waouh, c'est magique de se dire que on peut donner naissance, qu'il y a tout ce process. Enfin, c'est beau. Voilà, il y a vraiment cette notion où c'est beau. Et c'est pour ça que c'est difficile de mettre des protocoles Bien sûr. sur ce déroulé, sacré, qui est l'arrivée d'un enfant. C'est ça. Bah, je pense que ce sera en tout cas moi ma phrase de conclusion et tu en auras une peut-être différente, mais cette notion de protocole, alors moi j'aime pas les cases déjà de manière, naturelle, dans ma vie, de manière très personnelle. Je pense que c'est pas pour rien que je suis partie dans l'univers du deuil parce que, ben, c'est bien un univers dans lequel pour moi il y a pas de cases et où par contre il y a peut-être plein de cases à déstructurer pour montrer que éventuellement, il y a une grande structure qui comporte plein de structures différentes, si éventuellement on veut mettre cette notion de structure, de chemin. Pour moi, il y a pas un chemin, il y a des chemins, il y a le vôtre et encore une fois, comme je disais, qu'il soit, similaire ou totalement différent de votre voisin ou de votre voisine, qu'importe et c'est ça, en fait, il y a pas de protocole, il y a des points de repère et j'espère qu'on aura pu vous en donner aujourd'hui, que vous aurez pu trouver un ou plusieurs points qui pourront vous aider à cheminer dans votre chemin, à vous. Donc merci infiniment pour ça, Nathalie, voilà, d'avoir partagé le micro à mes côtés. Est-ce que toi, il y a quelque chose, voilà, une petite phrase de conclusion? On aura aussi donc tous tes liens en description, je le dis dès maintenant, pour retrouver le cabinet Devenir Mère, pour retrouver aussi ton livre. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Si peut-être tu veux finir là-dessus, les liens seront aussi en description pour retrouver toutes tes informations et te contacter. Bah, moi, je voulais te dire un grand merci, justement de pouvoir, libérer la parole et mettre des mots sur ces vécus, hein, si particuliers et beaux à la fois. Tu nous dis un petit mot sur ton livre? Oui, effectivement. Donc j'ai écrit un livre, qui s'intitule, En devenant mère, le retour vers soi, où je parle, essentiellement du vécu pendant la maternité, pendant la grossesse essentiellement, avec l'idée qu'une femme, durant sa grossesse, a un accès plus facile à sa mémoire de vie intra-utérine à elle. Voilà, donc il faut aller le lire pour savoir pourquoi je pense ça et pourquoi J'adore les qui m'a épisodes. mis sur cette route. J'adore les épisodes qui finissent avec un peu un suspense et qui laissent les auditeurs et auditrices à dire, j'ai envie de dire, en tout cas par rapport au livre, à vous de jouer. À vous de lire. À vous de lire. Merci infiniment Nathalie pour ce Merci partage. beaucoup. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever.
Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?